Bonjour à tous, et nous voici donc dans le cours d'objectif 2, identifier les besoins des populations dans les territoires ruraux. Nous sommes donc en enseignement à distance. Vous avez eu tous les documents le vendredi 13, juste au moment de notre départ. Je suis passée dans vos classes, vous déposez le document. Ce document, vous pouvez le trouver aussi via mail. Je crois qu'il me semble que je vous l'ai envoyé aussi en pièce jointe. Et d'autre part, je vous ai ouvert une classe donc numérique, ça s'appelle sur Classroom. Donc vous allez sur l'onglet Gmail, vous avez la possibilité, donc en descendant juste en dessous l'onglet Drive, vous avez la possibilité de cliquer dessus. Mais normalement, moi, quand je vous envoie le code, à chaque fois que je vais poster quelque chose dessus, vous aurez un mail automatique qui s'affichera sur votre boîte Gmail. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à avoir là-dessus au niveau de l'organisation. C'est déjà une très bonne chose. Au niveau de ce début d'objectif, nous avions eu la possibilité de l'aborder ensemble, donc ça c'est une très bonne chose. Au niveau du plan, je vous avais déjà donné de la page 1, me semble-t-il, à la page 5. On va se remettre un peu dedans pour se réoxygéner et surtout faire le point pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Cet objectif, il est important dans le sens où il est étudié aussi en classe de terminale, étant donné que ce sont des questions qui sont relativement abordées au niveau de l'épreuve du bac, c'est-à-dire l'épreuve commune que vous devez donc travailler davantage, c'est-à-dire la présentation d'une épreuve étude de cas sur lesquelles il est mentionné une situation particulière. Sur cette épreuve, vous avez une partie bio qui ne me concerne pas, mais qui est un peu en transversale au niveau du sujet, et une partie MP5 pour quelques questions. Et pour finaliser, vous avez aussi mes questions au niveau du MP1, ESF, ESC. Donc au niveau des axes, on a bien vu l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, tout ce qui est principe de mobilité, des réponses effectivement aux besoins, mais pas uniquement. Nous avons aussi des réponses aux attentes. Agroécologie, lien urbain-rural, alimentation locale, économie sociale et solidaire et tout ce qui concerne le principe d'économie solidaire, c'est-à-dire la réflexion de redistribution, comme on a l'habitude effectivement de réfléchir lorsqu'on veut respecter les biens qui nous entourent. Donc ça, c'était la page 1. En tournant, vous avez la page 2 avec les différents dossiers que nous avons déjà pu traiter auparavant pour vous remettre un petit peu à la page. Pour poursuivre, donc dans cette page 2, il y a un schéma important, enfin plutôt ce qu'on appelle une image des besoins des habitants. Vous voyez un petit peu la configuration que nous avons un petit peu quand on est en tant qu'individu à part entière. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle aussi, avec le système de confinement, nous n'avons pas forcément l'accès à toutes ces possibilités-là. Et donc, c'est une réflexion à avoir quand on est de façon isolée, de se dire comment je fais, comment je fonctionne et qu'est-ce qui peut faire en fin de compte pour que j'apporte la solution à mon problème. Alors, dans les axes d'évolution au niveau de cet objectif-là, nous avions donc accompagné le vieillissement de la population, accompagner l'arrivée des jeunes couples avec enfants, maintenir la population pour éviter la désertification rurale, et accompagner et accueillir aussi les personnes handicapées comme les jeunes travailleurs. On pourrait penser par exemple aux ESAT et adultes vieillissants. En page numéro 3, cette page-là, elle est à faire pour aujourd'hui. J'attends de votre part votre envoi. J'ai déjà corrigé certains élèves dans la journée. J'ai eu quelques mails, malheureusement pas tous. Donc visualisez bien cette caricature. Donnez-moi bien le message qu'elle veut transmettre, son sens. Pour moi, ça me semble important que vous soyez capable d'analyser, étant donné que c'est un exercice qui peut être demandé aussi au baccalauréat. Page numéro 4. Alors, peut-être je vais un peu vite. J'aimerais bien que quand on va effectivement avancer dans la progression, que vous me disiez si vous êtes bloqué au niveau des outils numériques. Ça veut dire
Ça veut dire tout simplement, si vous n'avez pas la capacité à visualiser certains documents que je vous transmets ou à me communiquer certaines informations et me dire effectivement si, il y a un souci quelconque. Alors pour moi, c'est important, ça me permet de voir dans l'ensemble comment vous fonctionnez et surtout que vous ne soyez pas bloqué dans une situation particulière et que vous m'en fassiez part puisque, bah, c'est quand même mon objectif aussi à moi, c'est que tout se passe bien à distance et que vous n'ayez aucun problème d'assimilation des connaissances. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, hein, si jamais il y a des petits soucis, vous me dites. Et puis l'année prochaine, de toute façon, en classe de terminale, on fait des fiches de révision, des fiches faciles à comprendre, on se remet un petit peu tout en mémoire. Néanmoins, il est de bon ton quand même de bien suivre la progression actuelle. Voilà un petit peu pour les recommandations. Alors, nous allons aborder la page numéro 4. La page numéro 4, juste avant le départ, en fin de compte, hein, il est vrai, de notre confinement, nous avons vu un bon passage du film Médecin de campagne. Ce film-là, pour moi, est important que vous puissiez le voir dans son intégralité, si vous en avez la capacité, dans le sens où on est vraiment en présence du désert médical. On est aussi avec la notion de difficulté de devoir se faire remplacer quand on est un médecin qui arrive sur un grand âge, et surtout quand ce médecin-là, en plus, se révèle avoir des complications médicales. Et comment on passe la main, comment on fait en sorte que cette personne s'intègre, hein, parce que c'était un peu ce que nous avons vu d'un point de vue visuel, l'intégration de cette jeune femme qui sur le tard a eu le courage de reprendre des études, hein, puisqu'elle était infirmière, hein, et donc a fait médecine hein, pour pouvoir s'installer dans un cadre qui était quelque chose auquel elle aspirait. Et le fait que, on va dire effectivement que François Cluzet, hein, donc l'acteur, hein, bah disons, il n'était pas très chaud de cette arrivée et il va devoir prendre conscience qu'il est important qu'elle soit là, qu'il est important aussi qu'il puisse passer la main, pouvoir souffler un peu parce qu'autrement on ne compte pas nos heures, on ne voit pas le temps passer et peut-être qu'on passe un peu à côté de soi aussi, on s'en oublie soi-même. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc il y a un petit peu d'humour hein, dans ce film dès le départ, hein, avec les oies, les galères avec la voiture, les passions pas forcément très agréables, si on s'en rappelle effectivement, la mère de l'acteur principal qui a mal partout dès qu'on la touche. Et puis il y a l'histoire aussi un peu triste hein, de ce petit monsieur là qui a des insuffisances respiratoires et que malheureusement elle va devoir amener à l'hôpital alors que le médecin lui lui avait promis que jamais il ne retournerait à l'hôpital. Il me semble qu'on est arrivé à ce point-là, donc ça serait bien de reprendre, de revoir ça. Je vous donnerai bien évidemment un petit résumé à faire, hein, vous devez me le communiquer. Votre avis sur le film aussi. Et on fera aussi un questionnaire. Et donc ça veut dire qu'il va falloir bien voir le film. Si jamais vous ne pouvez pas voir le film, envoyez-moi un mail, car à ce moment-là, vous aurez un autre travail qui sera pris en considération aussi au niveau de la notation. Et médecin de campagne sera pris aussi la notation, puisque c'était quelque chose qui était déjà aussi prévu et planifié. Donc voilà, je compte sur vous au niveau de la progression à ce niveau-là. Alors, on va bientôt passer, on va dire, au niveau de la page numéro 5. Alors, je vais donc vous aborder le point 2.1, accompagner le vieillissement de la population avec toute la notion de service de santé, tout ce qui est notion de maintien à domicile, tout ce qui est notion de logement. Ce cours fait un peu une transversale avec le cours de MP5 que vous avez vu avec vos enseignants en seconde, en première et que vous approfondirez aussi en terminale. Mais le cours de seconde et de première, franchement, a déjà été abordé. Vous avez normalement tous les éléments pour bien assimiler. Alors,
Il faut savoir, je vous ai mis donc un petit extrait hein, avant de rentrer dedans, avant de rentrer dans cette page numéro 5, d'une jeune fille hein, qui avait donc écrit dans son rapport de terminale. Elle dit quoi? Elle dit ça. Elle dit de nos jours, 750 000 Bretons sont âgés de plus de 60 ans, propriétaires à plus de 82%. Les ménages âgés souhaitent rester dans le logement qu'ils occupent souvent depuis plusieurs années. L'isolement, le veuvage et la dépendance poussent parfois les personnes âgées à déménager. Malheureusement, les places en foyer de logement sont très prisées et limitées. Alors, c'était juste un petit extrait de rapport. Elle n'aborde pas la notion d'EHPAD, mais actuellement, on voit aussi que sur le territoire, de nombreux EHPAD sont là pour accueillir les personnes âgées dépendantes. Parce que quoi? Parce que l'espérance de vie a progressé, a bien augmenté. On a gagné effectivement 2 ans. On a un petit différentiel de 2 ans aussi avec les hommes. Les femmes vivent un petit peu plus âgées. On arrive à 84 ans et 82 ans pour les hommes. On va donc commencer. Alors, vous allez devoir réfléchir à ce qu'est le CLIC. Le CLIC, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire quoi, tout simplement? Il veut dire Centre local d'information et de coordination. Donc là, c'est important. Maintenant, où on trouve effectivement cet organisme? Cet organisme, on va découvrir effectivement les lieux où on peut le trouver, mais surtout aussi son rôle. Pourquoi effectivement c'est important de connaître cet acronyme en tant qu'aidant familial, en tant qu'aide-soignant, en tant que coordinateur de santé, etc. Le vieillissement est quelque chose qui est réel. On ne va pas se défaire de ça. Notre population est vieillissante. De ce fait, il va falloir réfléchir à des moyens. Quand vous avez 55, 60 ans, on ne sait pas trop vers quel type d'organisme réfléchir. Ou quand vous êtes, vous, en 20, 22 ans, 23 ans, et vous devez réfléchir à un moyen d'accueil pour vos parents. Vous ne savez pas non plus vers où les orienter. On se sent un peu démuni. Soit on a trop d'informations et on ne sait plus faire le tri, soit on se dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, quelle est la capacité d'accueil, comment je fonctionne, etc. C'est pas compliqué et on va le découvrir. Alors là, je vous ai mis dans une petite situation. Donc bonjour, je me présente, je suis une personne âgée de 64 ans et je cherche des renseignements au cas où je rencontrerais des difficultés en termes de santé. Ma fille m'a indiqué que je pouvais obtenir des renseignements auprès du CLIC de ma commune. Alors on voit bien ici qu'il s'agit donc d'informations que nous pouvons disposer dans une commune. Donc ça c'est une bonne chose. Alors maintenant, où? Est-ce qu'on va devoir aller prendre le téléphone, appeler la mairie? Pourquoi pas? La mairie va pouvoir me dire effectivement si le CLIC, il y en a un au niveau du CCAS. Donc CCAS, vous connaissez bien, hein, Centre communal d'action sociale, qui dépend effectivement de la municipalité, de la mairie. Autrement, s'il n'y a pas ce CCAS, il peut appartenir au conseil départemental ou peut-être une association qui peut faire le relais et informer. On peut créer un centre local d'information dans ces 3 dimensions. Les CLIC sont des services sociaux et médicaux. Donc ça, c'est par rapport au code de l'action sociale des familles. C'est une structure qui est de proximité, donc ça veut dire que c'est au sein du territoire. C'est aussi un lieu où on a la chance de pouvoir se déplacer, où on va être accueilli. Un lieu d'information, c'est là pour lequel on y va. Hein. Il y a des brochures aussi. Ça, c'est super intéressant. Sur Internet, le CLIC va pouvoir diffuser l'ensemble des capacités d'accueil pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, vous allez avoir toutes ces informations et pouvoir bien réfléchir aux moyens d'accueillir soit effectivement vous-même si vous êtes âgé, ou votre grand-mère ou votre mère si c'est votre cas. On passe à la page suivante. Donc, on arrive à la page numéro 6. On voit que les usagers de plus de 60 ans, ça diverge. Ça diverge, vous l'avez déjà vu au niveau de votre cours de MP5, c'est-à-dire, elles ont des GIR. Hein. Donc ça, c'est la grille à GIR. Hein. On va définir, c'est pas nous, hein. Donc il y a un organisme qui fait ça. Hein. Donc
Vous allez déjà voir votre médecin, après il y a une analyse qui est faite et on va définir les GIR. Donc si vous avez 1, 2, 3, tout va bien, mais si vous avez 4, 5, 6, ça devient un peu plus différent. Hein, vous savez le degré de dépendance que vous avez et vous allez pouvoir mettre en œuvre des aides aussi par rapport à ça. Bon, alors les différents types de problèmes se révèlent des pathologies neurologiques, des pathologies cardio-respiratoires, des pathologies ostéo-articulaires et des déficiences neurosensorielles. À l'heure actuelle, en notre problématique de virus là, qui nous embête et qui nous embête très sérieusement, nos personnes âgées sont aussi soumises donc à des problématiques parce qu'elles ont déjà des problématiques réelles de santé. Le financement, alors, comment ça se passe au niveau du CLIC? Tout dépend du conseil départemental, hein, mais le conseil départemental, il va donner un pouvoir de délégation au CCAS, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou à une association locale si le CCAS n'est pas présent. Tout ça, c'est fait pour apporter un soutien, une aide, des renseignements, un accompagnement. Voilà, c'est pour montrer la capacité des offres de soins et de prestations de services sur un territoire donné. Comme ça, on n'a pas de capacité à se dire on ne sait pas. On passe à la page suivante, la page numéro 7. On va donc découvrir dans cette page-là des choses très très simples, une situation d'entraînement. Je vous ai noté sujet bac blanc numéro 1 2016. Toujours dans un sujet de bac, il y a une petite phrase d'introduction qui explique les choses. Bon, là, je l'ai un petit peu raccourcite. Même pas, non, je l'ai mis en mode réel. Et vous allez avoir des documents supports qui sont un petit peu plus loin. Et vous allez donc aussi, des fois, devoir identifier, repérer l'information dans les documents donnés. Alors, c'est un petit peu le cas à l'heure actuelle, là, ce que je vous demande de faire. Donc, pour la semaine prochaine, je vous demande d'identifier à l'aide du document 6, 3 missions du CLIC. Donc on est bien d'accord, le CLIC on a vu, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Centre local d'information et de coordination. Vous découvrez le document 6, donc là les activités du CLIC avec un lien. Donc ça c'est toujours dans votre page numéro 7. Vous tournez, vous avez la page numéro 8 et donc là vous allez découvrir effectivement d'autres documents. Donc j'espère que ça va aller, hein. Donc vous allez repérer, assimiler, découvrir un petit peu tout ça pour pouvoir effectivement être capable de rédiger. J'espère ne pas avoir été trop vite. Si jamais vous bloquez, vous n'hésitez pas. Mais normalement, ça devrait bien se faire. En page numéro 9, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Alors cet exercice-là, normalement, je pensais le faire tous ensemble. Bon, on ne peut pas, ça va être chacun dans son coin. Alors ce que je ferai, j'essaierai de relever un petit peu les différences de recherche que vous avez fait et on fera une synthèse corrective. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé? On vous demande de lister les différentes structures d'accueil pour les personnes âgées en apportant des précisions. Alors, je vous donne un exemple concret. Une structure d'accueil pour une personne âgée. Tout de suite, je pense aux EHPAD. Oui, parce que vous avez l'habitude, vous avez été faire de l'animation l'année dernière en seconde, donc c'est des structures que vous connaissez très très bien. EHPAD, c'est quoi? C'est un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Ok, donc là, tout va bien. C'est ça, être précis aussi, en apportant des précisions. Et donc, pour être plus précis, c'est des structures qui accueillent des gens à partir de quel âge? Ça, c'est important. C'est ça, être précis. Est-ce que, par exemple, moi, à 48 ans, je n'ai pas 48, mais bon, on peut y prendre l'hypothèse, j'ai 48 ans, est-ce que je peux y aller? Ou une personne qui a des problématiques de santé et qui a 58, est-ce qu'elle est dans la capacité d'y aller? Etc., etc. Donc voilà, si vous pouvez essayer de me trouver quelques petites propositions, ça serait bien, comme ça on ferait une jolie synthèse et ça donne du contenu et des connaissances pour votre formation. Et je vous donnerai des éléments correctifs là-dessus pour que vous ne soyez pas perdus. Bon, ça serait quand même bien, honnêtement, que vous m'en proposiez au moins minimum 3. Ça serait même l'idéal. C'est un peu comme un objectif à atteindre. J'espère que ça va toujours dans la progression. Là, on va
poursuivre, hein, on va aller un petit peu plus loin dans notre réflexion au niveau de la réponse aux besoins des personnes âgées, hein, parce qu'on est toujours dans cet axe-là. Et on va arriver donc à la page numéro 10. Dans cette page numéro 10, nous découvrons une problématique. La problématique est la suivante. L'État français répond aux besoins des personnes en perte d'autonomie à l'aide de quelles propositions et de quelles innovations? Toujours en prenant appui sur ce qu'on appelle une transdisciplinarité, c'est-à-dire une plurie, c'est-à-dire en prenant appui sur vos connaissances du MP5, en plus vous avez passé votre BEP, on va essayer de réfléchir à la manière effectivement de vieillir, façon de vieillir et surtout comment on y répond concrètement en France. Parce que dans les autres pays, c'est pas forcément la même manière de faire et c'est surtout pas forcément la même culture, hein. Alors nous, dans notre culture, on a des systèmes d'accueil et dans d'autres, ça ne se fait pas. Donc on est en France, on va donc aborder la perte d'autonomie. Document que vous retrouvez donc toujours sur la page numéro 10. La perte d'autonomie. Alors, on a la connaissance des Français, on voit le document. Alors, on voit qu'il y a des pourcentages, on voit effectivement qu'on a une perte d'autonomie, on voit qu'il y a un maintien à domicile plébiscité. Alors, ça veut dire quoi, plébiscité? Ça veut dire qu'on va faire en sorte que ça se fasse pour le mieux à domicile. Vous allez voir, premier semestre, je crois, ou même ça a dû être commencé déjà avec soit Madame Ouette, soit Madame Lafontaine, hein, soit Madame Farrell, que on peut mettre des choses en place à domicile pour favoriser le maintien. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, contraint, d'aller en EHPAD lorsqu'on vieillit, hein. Donc, il y a des choses qu'on peut réfléchir. Alors, première chose qu'on va réfléchir, hein, c'est déjà comment on se déplace dans la maison. Qu'est-ce que je fais effectivement pour être bien et ne pas risquer les chutes? Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui fait que je fais aussi que je puisse peut-être me soigner? Donc peut-être l'intervention d'une aide-soignante ou s'il y a des gestes techniques, peut-être l'intervention d'une infirmière. Ou peut-être dans les gestes de la vie quotidienne, j'ai des difficultés ou même dans mes papiers, il y aura peut-être un aidant familial. Toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place quand on perd un peu d'autonomie. Parce qu'il faut bien se dire les choses. La famille, c'est bien, mais elle ne peut pas tout. La famille aussi a aussi sa vie personnelle, peut-être des enfants, un métier, un travail. Donc elle ne peut pas être là H24, 24 heures sur 24. Et donc si on ne met pas des choses en place, eh ben on va au-devant de difficultés. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue tous ces éléments-là. Alors, je vous ai mis un petit proverbe japonais. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Alors ça, c'est un petit proverbe japonais. On appelle ça la sagesse. Mais quand on vieillit, on se sent seul, on perd son autonomie. Alors on se demande comment je vais faire, qui suis-je, qu'est-ce que je fais. On voit bien là avec la notion là, de pandémie, là, notre coronavirus là, qui nous plombe l'atmosphère, là, qui nous agace au plus haut des points. Je vais vous dire une chose, c'est quand même incroyable, les pauvres personnes qui vont avoir des difficultés à pouvoir répondre à leurs besoins. C'est fort heureusement une chance que des aides-soignantes assument encore cette charge, c'est-à-dire cette responsabilité, que les médecins soient toujours présents, que les infirmières soient présentes. Elles vont être le seul lien avec les personnes âgées, dépendantes, à leur domicile. On voit aussi avec notre pandémie que certains EHPAD se mettent en complet confinement pour se protéger de ce microbe qui vient envahir toutes les sphères. Alors, je ne veux pas vous alarmer, mais c'est pour vous dire voilà, que si moi, en tant que personne âgée dépendante, je suis toute seule à la maison, je ne communique pas du tout, je suis isolée, et ben je peux me laisser aller, tout simplement. Or que si j'ai des intervenants qui viennent à la maison, et ben c'est tout à fait différent. Voilà, au niveau de la page 11,
Vous allez pouvoir découvrir un petit exercice d'application à faire pour la semaine prochaine, qui est donc de commenter la caricature, enfin commenter, analyser, je ne sais pas pourquoi j'ai mis commenter, analyser la caricature suivante sous forme de 2 propositions. Vous avez le droit d'avoir 2 analyses différentes que vous allez donc me suggérer. Faites attention au graphisme et faites attention aussi au tracé de la vieille dame, personne âgée, qui n'est pas forcément dessinée de la même manière que le cadre environnant. Je poursuis. Alors, point culture. Point culture, page 12. Je vous ai mis tout ce qui est petit acronyme à maîtriser avant de découvrir effectivement votre passage en classe de terminale. Je vous demande de les maîtriser parfaitement. On va donc les voir. Tout ce qui est donc acronyme, ça veut dire que chaque lettre veut dire quelque chose. Alors si je prends le premier, CASF, c'est Code de l'action sociale et des familles. Pour beaucoup de décisions, on est obligé de se référer à ce code-là. CCAS, Centre communal d'action sociale, qui dépend effectivement de la mairie de chaque commune. CIS, c'est le CCAS si vous voulez, mais qui a été fusionné et qui est donc intercommunal, c'est-à-dire que du coup il va s'occuper de plusieurs communes du territoire intercommunautaire. Le CLIC, on l'a vu aujourd'hui, Centre local d'information et de communication, des informations, donc ça c'est important. L'EPA, c'est un établissement pour personnes âgées, ça veut dire que du coup il y a un maintien de l'autonomie, on pourrait voir ça comme une maison de retraite. L'EHPAD, alors là on est moins dans l'autonomie, on est plus axé sur effectivement la notion de dépendance, donc il y a des soins, il y a des accompagnements précis. L'HAD, l'hospitalisation à domicile, donc ça c'est ce qu'on a pu voir aussi. La FAM, j'ai passé un, mais tant pis, foyer d'accueil médicalisé. Foyer d'hébergement, le FH. FV, foyer de vie. MDA, maison d'autonomie. MARPA, HVI, donc maison d'accueil rurale pour personnes adultes handicapées vieillissantes. Les MAPA. MAPHA, maison d'accueil pour personnes âgées handicapées. MAS, maison d'accueil spécialisée. Les PUV, petites unités de vie. Et les RPA, les résidences pour personnes âgées. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'acronymes à maîtriser pour visualiser un passage en classe de terminale. J'en suis donc à la page 12. Je vais donc vous suggérer de vous arrêter là. On verra la semaine après donc des questionnements sur comment apporter des solutions pour les seniors. J'arrive à peu près à 28 minutes de vidéo. Il va être temps pour moi de vous dire au revoir pour pas que ça fasse trop long. La semaine prochaine, je verrai donc la page 13, comment apporter des solutions pour les seniors. Donc vous avez donc à imaginer un ou plusieurs parcours de vie pour les adultes vieillissants en vous appuyant sur des peut-être situations réelles de stage que vous avez rencontrées. Donc bien penser toujours aussi au MP5, ça c'est très important. Donc ça veut dire imaginer un ou plusieurs parcours de vie, donc ça veut dire une réflexion importante avec les difficultés et comment on y répond pour apporter des solutions. Vous avez donc la possibilité de vous référer aussi au petit document qui est juste au-dessus. C'est-à-dire adapter son approche à chaque catégorie de seniors. On ne réagit pas de la même manière pour des personnes qui ont entre 60 et 74 ans, d'autres personnes qui ont entre 75 et 84 ans, et des seniors dépendants qui comptent 85 ans et plus. On verra aussi l'état des lieux de la dépendance en France aussi, un petit peu tout ce qui est maintien à domicile. Et on abordera aussi tout ce qui est la notion d'adulte handicapé, vieillissant, avec des fiches à compléter au niveau du foyer de logement, du foyer de vie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire ensemble en cours aussi. Donc on verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Normalement, on devrait finaliser sur la semaine prochaine jusqu'à la page 21. Je vous souhaite du courage. Je pense qu'il vous en faut. Pensez à me ramener aussi vos exercices. On a un petit document partage avec le professeur principal où on doit mettre une petite croix entre guillemets pour montrer que vous avez bien rendu. Donc soyez bien investis
Et s'il y a un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi, je suis là pour ça. On se revoit du coup, enfin on se revoit entre guillemets, hein. Je vous refais une vidéo la semaine prochaine, hein, jeudi prochain. J'attends vos questions si vous en avez. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt à vous tous. Si vous souhaitez mettre en lien une visioconférence, il faudra m'en faire part par mail. À très bientôt. Et puis, on se dit des choses, je pense que c'est très important.